Le jour se lève sur son cœur. Après 5 ans d'exil, Amir est de retour dans son pays. C'est un pays lointain, aux confins du sable et du vent. Un pays oublié, parce que les hommes ont la mémoire légère. L'Afghanistan. Clandestin dans son propre pays, Amir nous accompagne, nous qui sommes venus voir et aider. Témoigner aussi sur un peuple en guerre depuis 7 ans contre la plus puissante des armées, dans l'indifférence générale. Car pour comprendre le monde bavard dans lequel nous vivons, il est peut-être plus facile de s'intéresser d'abord à ce sur quoi il se tait. Le véhicule à bord duquel nous circulons a été emprunté par les Afghans à l'armée soviétique. Nous, c'est-à-dire une mission humanitaire, composée d'un médecin d'aide médicale internationale, d'un technicien de l'amitié franco-afghane, d'Amir, le traducteur, et de l'auteur de ces images, tous vêtus de l'afghane et aussi discrets que dans un album de Tintin. Le spectacle qui d'emblée s'offre à nos yeux est un spectacle de désolation et de mort. Le premier bâtiment, c'est ce poste de douane, abandonné. Toute entrée dans le pays est bien sûr illégale. Les premiers véhicules que nous croisons servent de tombeau. C'est le cimetière des camions. Il y a quelques mois, les Russes ont tendu une embuscade à un convoi de résistants. Tu racontes ce qui s'est passé. 62 témoins, muets sous le soleil. Chapelle ardente au beau milieu du désert. Lorsqu'un Moudjahed, combattant de la foi, meurt à la djihad, la guerre sainte, il va droit au paradis et devient martyr. Chaque village honore ses martyrs par des drapeaux plantés dans les cimetières. Le vent porte la rumeur de village à village. Refus de l'envahisseur, insoumission, résistance. Les premiers Afghans que nous rencontrons, eux, s'en vont, fuyant ce que nous sommes venus voir. Comme 5 millions de leurs compatriotes, ces paysans du Hazarajat ont quitté leurs montagnes au cœur du pays. Ils sont en route pour le Pakistan, où ils vont attendre la fin de la guerre dans des camps de réfugiés. En 7 ans, un tiers de la population a quitté le pays. Imaginez en 1944, 15 millions de Français, en Belgique,
en Espagne et en Suisse. La région de Bamiyan. Ces postes de contrôle sont installés sur la plupart des pistes. Ils indiquent dès le départ que la maîtrise du terrain est bien aux mains de la résistance. Ils servent aussi à alimenter ces caisses par le prélèvement de taxes de circulation. Dès le premier village, on nous dit « Aucun village n'est l'ami des Russes ». En ce qui nous concerne, la proximité d'une base soviétique nous oblige constamment à changer les moyens de locomotion. Tout est bon. Jeep, âne, moto, tracteur, marche à pied de jour et de nuit pour éviter les embuscades. Heureusement pour nous, nos guides sont comme des poissons dans l'eau. Nous avons très vite l'impression que la résistance a tissé une grande toile d'araignée dans laquelle l'envahisseur s'empêtre inexorablement. Le gouvernement officiel, lui, ne sort des quelques villes qu'il contrôle qu'en char ou en hélicoptère. Mais il a installé des postes militaires un petit peu partout, qui nous obligent à redoubler de prudence. On l'entend, mais on ne le voit pas. C'est bon, attention s'il vous plaît. De toute façon, le commandant n'est pas arrivé. De part et d'autre du chemin qui mène à ce village avaient été placées des grenades, reliées par un fil. Mais la pire des armes de guerre reste la mine antipersonnelle. Facilement assimilable à un jouet, elle explose dans les mains ou sous les pieds des enfants, les condamnant ainsi à la mort ou à l'exil pour les soins, et leurs familles avec eux. Nous arrivons enfin à pied d'œuvre, après plusieurs jours d'un voyage dont les difficultés expliquent sans doute le peu d'informations qui nous parviennent en Europe. Le rapport d'Amnesty International consacré à la torture en Afghanistan, publié en novembre 1986, indique: après l'enlèvement d'un journaliste français par les troupes soviétiques, l'ambassadeur d'Union soviétique au Pakistan a informé les représentants de la presse française, le 5 octobre 1984, que les journalistes qui accompagneraient les groupes d'opposition armés en Afghanistan seraient désormais éliminés. Pour nous souhaiter la bienvenue, le commandant de la région nous invite à une réception militaire dans la montagne. Nous allons enfin voir de près ce que la presse soviétique appelle un repère de bandits contre-révolutionnaires. Ces bandits ne sont autres que les habitants des villages que nous venons de traverser. Un proverbe local dit « On ne peut jamais peser les grenouilles ». Quand on en a placé quelques-unes sur la balance, les autres ont déjà disparu. Le camp est à l'image de ce peuple fier et jamais colonisé.
insaisissable, imprenable. Dans un article soviétique intitulé « La contre-révolution afghane », on peut lire sous la plume du colonel Tcherchnev. Les formations armées de bandits sont composées de groupes de 20 à 50 individus ainsi que de détachements. Le front est constitué de plusieurs détachements. On essaye de se rapprocher des structures militaires en créant des bataillons et des régiments. Les bases sont bien gardées, possèdent souvent un système de défense à plusieurs niveaux, comprenant des éléments de défense antiaérienne, des barrages de mines explosives, des abris, etc. Un poème de femme pachtoune rappelle aux hommes leur devoir de guerrier. La liberté est une jeune mariée pour laquelle les jeunes gens sont prêts à donner leur vie. La liberté dit « Je suis une amante, ceux qui sont des esclaves, je ne les embrasserai pas. » Bats-toi pour être vainqueur, celui qui ne vainc pas doit mourir. Tu n'as pas perdu la vie dans la bataille, est-ce pour vivre en lâche que Dieu t'a ramené? Dieu veuille te faire martyr au front de la tribu. De ton sang, je dessinerai un point de beauté à la fossette de mon menton. Commandant, quelle est la situation aujourd'hui en Afghanistan? Tant qu'il y aura un seul Russe en Afghanistan, le peuple afghan continuera à se battre contre les Russes. Mais nous avons besoin de l'aide des pays étrangers parce que la population est très éprouvée par la guerre. En effet, les villages de la région sont très souvent bombardés et les récoltes sont souvent détruites par des bombes incendiaires. Le 17 janvier 87, la résistance vient de repousser les offres d'un cessez-le-feu auquel elle avait sûrement beaucoup moins à gagner que le gouvernement de Kaboul. Lors du prétendu retrait des troupes soviétiques à l'automne 86, le président Najibullah avait déclaré « Notre amitié avec les soviétiques est éternelle comme l'univers et brillante comme l'eau des rivières. Vous nous avez appris l'art de la victoire qui demande la patience. » Notre pays est détruit par les offensives de l'armée russe. Les Afghans qui restent à l'intérieur du pays ont besoin de l'aide pour survivre. Notre peuple a beaucoup souffert. Les chefs de la résistance ont demandé au monde entier de nous aider, que ce soit sous forme de médicaments, de médecins, de vêtements, de nourriture, etc.
Nous avons vraiment besoin de tout cela, car l'aide que nous recevons aujourd'hui suffit à peine à 5% de la population. از دکتور و از دوا و از غذا و از لباس و از همون چیزا که هست با تمام چیزا با کمک بسیار ضرورت است. چرا که کمک انسانی هر کس که میان ما بینین جاسوس است دلال و وطن فروش و بی ناموس است ابلیس صفت بگردنش توقع ده اللهم صل على ظل تمام اللهم صل على نور الإبراهيم اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبك وآل حبيبك يوم القيامة إنك لا Le printemps a cessé de fleurir. Vert était ton drapeau, le mien est sans couleur. Et je te donne ces mots d'une guerre oubliée pour que les hommes se rappellent. Les chars grondent dans la douceur des nuits et ton pays est condamné à mort. Salam alaikum. Sept ans de récoltes brûlées, de familles décimées, exilées. 7 ans de morts par dizaines de milliers des deux côtés. 7 ans d'une guerre coloniale dans laquelle le peuple afghan a bien été obligé de s'installer. Tant qu'on n'a pas réussi à avoir notre liberté, on ne reste pas tranquille et on continue à se battre contre les sauvages russes. Zari est un petit village de montagne. Mohamed, agriculteur, parle de son village sous la guerre. Cette année, les cultures ont été détruites à 60% et le reste n'a pas donné de bons résultats à cause de la peur des bombardements. C'est devenu très difficile de travailler dans les champs. Le village est détruit aux 2 tiers. Il y a eu entre 10 à 15 martyrs depuis le début de la guerre et environ 50 blessés. Certains ont été soignés, les autres sont morts à la suite de leurs blessures. Et il y a eu
Peu de temps après, nous avons l'occasion de visiter un village récemment bombardé par les MiG de l'armée soviétique. Les habitants nous servent de guides. Ils ont bombardé le village. Il y a des éclats partout et des bombes sont tombées de tous les côtés. On poursuit la visite. Bombardement. Bombe, MiG. Ah, MiG. Hélicoptère né. Ne. MiG. ميك ميك ها. Jet. Jet. تشكر. السلام عليكم. سلام. بومباردا. الله أكبر. الله أكبر. Les bras manquent à la terre, les hommes se battent. Les systèmes d'irrigation sont endommagés, les récoltes et le bétail bombardés. Les produits de base sont rares et les prix ne cessent de monter en flèche. C'est la politique de la terre brûlée. On affame les populations et le choix proposé par le pouvoir semble simple. Se soumettre ou s'en aller. تروي خدالت النادلالي دير دابا ما كناش نشي دابا تاع بيجيني خرجي ديال اللي دين كنت لا استروح تشوف تبان يا شفتوا كده راح تفوز Le problème, c'est la fréquence des bombardements. Des hélicoptères viennent dans le village pour emmener les jeunes faire leur service militaire. Parfois, ils volent leur argent et parfois, ils les tuent. S'ils trouvent un document dans la maison, ils leur coupent les bras et les pieds. En 7 ans, ils ont tué plus de 50 personnes dans ce village. La situation a empiré. Il y a des bombardements presque tous les jours. Les familles sont obligées d'aller se réfugier dans les montagnes. Et il y a toujours des fouilles dans le village. Dans le Monde du 20 septembre 1984, on pouvait lire. Selon des témoins, les soviétiques auraient précipité dans le vide du haut de leurs hélicoptères, après les avoir déshabillés, plusieurs femmes et jeunes filles afghanes qu'ils avaient appréhendées dans la vallée de Rasni. Ô terre, ton tribut est si lourd. Tu dévores la jeunesse et laisses les lits déserts. Reviens, percer des balles d'un ténébreux fusil. Je coudrai tes blessures,
et te donnerai ma bouche. Mon amour est mort pour sa patrie. Des fils de ma chevelure, je lui tisserai un linceul. Je me suis faite belle dans mes vêtements usés, comme un jardin fleuri dans un village en ruine. Ô tombe ruinée, ô briques dispersées, mon bien-aimé n'est plus que poussière, et le vent de la plaine l'emporte loin de moi. Donne-toi tout entier à la voix de la liberté, et chaque matin, les jeunes filles iront sur ta tombe. Beaucoup partent, des millions au Pakistan ou en Iran, mais certains sont même obligés de s'exiler à l'intérieur de leur propre pays. Le rapport Van Boven estime à 2 millions le nombre de ces réfugiés de l'intérieur. J'habitais un village près de la base des Russes. Tous les villageois étaient partis. J'étais seul avec ma femme. 7 chars sont arrivés dans le village. Les soldats m'ont tapé et m'ont emmené. Je me suis enfui jusqu'à ce village ici. J'habite comme un réfugié dans mon pays. Une force pourtant réunit tous les Afghans, derrière les luttes tribales et partisanes qui se déroulent jusqu'au sein de la résistance. Nous sommes en terre d'islam, et partout c'est la volonté de Dieu qui parle. Avant d'être communistes, avant d'être russes, les envahisseurs et le gouvernement de Kaboul sont des infidèles. L'islam est le ciment rare de ce peuple des 1001 nuits, à la croisée des chemins de l'histoire. Rythmant le quotidien d'un Afghanistan très croyant, mais sans fanatisme, pétrissant le moindre de ses gestes, le Coran recharge les batteries de la guerre sainte. Une guerre sainte est une guerre qui se mène jusqu'au bout. Dès qu'on a toujours envie que ça s'arrange, mais on ne sait pas. Mais Dieu est avec nous. On va se battre et on continue toujours à se battre contre les Russes. Tachakor, commandant. Tachakor.
Comme ça, on va bientôt l'enlever. Et puis, on l'envoyer. Dans les tracts diffusés par avion et à la radio afghane, on a pu lire ou entendre. Les prétendues femmes médecins sont les prostituées des Moudjahidines. Prétextant leur travail, elles viennent séduire les Afghans. Maintenant, il n'y a plus tellement de solutions. Citant l'agence afghane Bakhtar, la Pravda du 7 janvier 86 écrit « Le peuple afghan sait parfaitement de quoi s'occupent les soi-disant médecins et journalistes qui, bafouant les lois et les normes les plus courantes du droit international, pénètrent illégalement dans le territoire du pays. En liaison étroite avec des bandes de contre-révolutionnaires, ils y mènent une activité d'espionnage. » Ces enfants ont été blessés lors d'un bombardement effectué par des MiG de l'armée soviéto-afghane. Ils sont soignés dans un dispensaire créé par une association humanitaire, l'Amitié franco-afghane, la FRAN. Depuis 7 ans, des centaines de volontaires, infirmières, médecins, techniciens agricoles, appartenant à des organisations humanitaires, se sont relayés sur le terrain et ont sauvé des milliers de vies humaines. Civils, enfants et résistants sans distinction aucune. Ces équipes, souvent françaises, ont remis en route des programmes de vaccination, formé des infirmiers locaux, installé au péril de leur vie des hôpitaux de campagne fréquemment bombardés par l'armée soviétique. Cette aide médicale est la plus connue du grand public. Mais la guerre a disloqué tout le tissu social afghan. Et en dehors des villes, la résistance doit assurer avec le clergé la relève de toutes les institutions civiles vacantes. Ce qui veut dire sans elles, plus de santé, mais aussi plus d'écoles, plus de formation professionnelle. Nous demandons aux médecins français qui nous expliquent comment soigner les maladies et les blessures. Nous remercions tous les médecins qui viennent aider la population afghane très éprouvée par la guerre. Qu'on aimerait bien, qui peut peut-être pas possible, c'est de voir l'instituteur ou les instituteurs. À moins que ce soit lui. C'est la feuille d'absence. Dans ce village, l'école était fermée depuis 3 ans. Grâce à la FRAN, elle a réouvert ses portes. Les instituteurs sont à nouveau payés, les cahiers de classe sont tenus à jour, et les enfants nés dans la guerre ne seront pas tous analphabètes. Cette école est une des multiples activités exercées clandestinement par des organisations françaises en Afghanistan. Pour permettre de maintenir une vie dans les villages et éviter aux populations l'exil obligatoire, divers projets d'aide à long terme sont également développés.
أول سن دوم سن تدوم ده Aujourd'hui, nous partons contrôler un projet agricole dans la montagne. Dans ce village, le système d'irrigation appelé Carèze, constitué de puits, de drains et de canaux, était à l'abandon. Ils sont en général soit détruits par les bombardements, soit délaissés par manque de main-d'œuvre. Pour éviter la mort des cultures par asphyxie, il a été réparé grâce à des dons collectés bénévolement en France par la FRAN et distribués aux autorités locales de la résistance. Ailleurs, ce sont des pompes à eau, des tracteurs, des aides vétérinaires, des semences. Face à la politique de mort et de destruction, la politique de la terre brûlée, ces aides tentent de rééquilibrer la balance d'un combat trop inégal. Permettre aux Afghans de garder la gestion de leur propre destin. Voilà. Que le responsable du village, bon bah si, et puis on signera à côté. C'est-à-dire qu'à la limite, il faudrait être attendu par village. Non mais il n'y a pas moyen Dans les régions les plus touchées par la guerre, des distributions d'aides d'urgence sont organisées. Nourriture, médicaments, vêtements, argent, etc. Le conseil des anciens de chaque village, les Barbes Blanches, sorte de conseil municipal, établit des listes où sont désignées les familles les plus nécessiteuses. Une assemblée est convoquée et la distribution, ici de l'argent, se fait en présence de tout le village et sous le contrôle militaire du parti de la résistance dominant dans la région. C'est bon, c'est bon. En quantité, ces aides ne sont bien sûr qu'une goutte d'eau dans la mer. Que peuvent en effet ces quelques illuminés en quête d'aventure face aux 150 000 soldats de l'armée rouge?
Ces caravanes nouvelles manières ne font peut-être que transporter un espoir, celui de voir un jour prochain l'aigle à nouveau voler de ses propres ailes dans un ciel dégagé du vrombissement des hélicoptères. Relever un défi aussi. Dans la charte du Bureau international Afghanistan, le BIA, le mathématicien Laurent Schwartz écrit « La question afghane lance à la face du monde plus d'un défi. C'est le défi d'un peuple qui, dépassant ses différences, se retrouve dans le combat contre l'occupation de son pays, lutte farouchement pour retrouver la paix et l'indépendance. Le défi que l'URSS lance au monde en envoyant un corps expéditionnaire massif est un défi aux droits des peuples, un défi à la paix. Mais la question afghane est aussi un défi à notre compréhension des grandes tendances du monde contemporain. Car la lutte des Afghans est fort mal comprise par l'opinion occidentale, parce qu'elle est peu connue, mais surtout parce qu'elle nous dérange dans nos représentations habituelles. Enfin, c'est un défi à l'Europe, à tous les peuples qui aspirent à un monde dégagé de la domination et de la rivalité des deux grandes puissances. L'Afghanistan nous met au pied du mur. Saurons-nous déployer une politique autonome qui ne soit plus entravée par les marchandages géostratégiques? Saurons-nous concrétiser l'idée d'une véritable solidarité avec les peuples du tiers-monde? Saurons-nous relever le défi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, تشكر تشكر Traduis, Amine. Ce sont des aides pour que les gens restent toujours en